Bonjour à toutes et à tous. Bonjour François. Bonjour à tout le monde et bonjour Jérôme. Je suis avec François Chevigné. Tu es business coach et j'ai le plaisir de travailler avec toi sur plusieurs sujets, notamment sur tout ce qui touche aux intelligences multiples. Et aujourd'hui, on va parler de toi, de ton parcours. Mais avant d'aller dans le cheminement de ton parcours, est-ce que tu peux nous présenter qui tu es aujourd'hui? Ok, si tu permets Jérôme, je vais quand même te demander une petite chose, puisque les gens ne te connaissent pas non plus obligatoirement. Est-ce que avant ça, toi, tu peux te présenter et savoir pourquoi finalement c'est toi qui es amené à faire mon interview? Bien, merci de me repasser la balle. Donc, en effet, je m'appelle Jérôme Moirot. Donc, je suis auteur et conférencier. J'ai pu publier plusieurs ouvrages, dont celui-là, Les gentils méritent de réussir. Et je fais surtout de l'intervention dans des grands groupes comme Chanel, la RATP, GRDF, sous forme de conférences. Et je coach aussi, voilà, sur tout ce qui touche aux soft skills. Voilà pour ma part. Je vis à Londres. Je suis originaire de l'île de la Réunion et je suis passionné d'arts martiaux. Et toi alors? C'est très bien. Donc, attends, je vais encore un petit peu plus loin malgré Allez. tout. Est-ce qu'éventuellement, tu peux quand même dire aussi, ben voilà, tu as quand même fait des championnats, tu es quand même voilà, médaillé, ben, peut-être quand même l'expliquer. Je pense que c'est important aussi pour le public qui va nous suivre éventuellement, puisque ça fait quand même l'objet aussi de tout le travail qu'on fait en commun, notamment par rapport aux intelligences multiples, l'organisation de toute une série d'événements. Voilà. En effet, c'est vrai, en effet, comme tu dis, bah voilà, je suis passionné aussi de sport du cerveau, ce qui est en fait notre Mhm, sujet en commun, les stratégies d'apprentissage efficaces, notamment sur tout mhm, ce qui touche à la lecture rapide et au mind mapping. Et en effet, j'ai fait la compétition, j'ai pu obtenir plusieurs titres, le titre de champion du monde de mind mapping en 2018 et champion du Royaume-Uni en mind mapping en 2019. Et j'ai aussi obtenu le titre de vice-champion du Royaume-Uni en lecture rapide en 2019 également. Et c'est vrai que ces stratégies d'utilisation optimisée de son cerveau sont utiles à la fois pour un cadre d'un apprentissage, mais aussi dans un cadre plus professionnel. Et c'est vrai que on est tous les deux câblés là-dessus quand on accompagne des personnes à mieux utiliser leur cerveau, tout simplement. voilà. Merci, Jérôme. Et toi? Ok, ben, moi donc, je dirais, ben voilà, donc François, ben, je suis d'abord voilà, un homme amoureux de la vie, amoureux de l'être humain, amoureux du fonctionnement du cerveau, papa de 4 adolescents. Euh, je suis quelqu'un qui, en fait, a réellement comment dirais-je, des valeurs très fortes en fait par rapport au développement de la société, par rapport au développement de l'humanité, de se dire que chaque chose qu'on peut entreprendre au quotidien va avoir quelque chose de bénéfique en fait aussi sur les personnes que l'on va rencontrer, sur les personnes que l'on va accompagner, et se dire qu'en fait finalement on peut rendre le monde meilleur. Donc ça finalement c'est quelque chose d'assez philosophique. Donc je suis quelqu'un d'extrêmement engagé, avec des valeurs d'humanité, des valeurs d'égalité, des valeurs de partage extrêmement présentes, extrêmement puissantes. Et au quotidien, c'est quelque chose que j'essaye en tout cas de transmettre à toutes les personnes que je peux côtoyer. Puisque je fais la différence ici, tu me demandes qui es-tu. Donc, pour ceux qui connaissent, ben voilà, je fais la différence entre le être, le faire et le avoir. Ici, ben, je ne parle pas de ma fonction, puisque je pense qu'on discutera après, mais simplement du fait que ben, j'ai une mission sur Terre, en fait. Et cette mission sur Terre aussi, c'est de pouvoir, en fait, de par tout ce que je peux aborder moi-même, toutes les connaissances, toutes les compétences éventuellement que je peux développer, c'est de pouvoir les transmettre et faire en sorte que tout le monde puisse en profiter. Ça, je dirais que c'est vraiment ma mission première. Et cette mission qui est forte pour toi avec des valeurs fortes, t'a amené à ce métier de coach, hein, Mhm. notamment. Et en fait, ce qui est hyper intéressant dans ton parcours, c'est que tu n'as pas du tout commencé par ça. Tu as Non. commencé en tant que pianiste, en tant que prof, et après, tu as développé plusieurs casquettes. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus maintenant dans cette dimension plus du faire, ton Euh, parcours qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? voilà, donc on est bien dans le faire, comme tu viens de le dire là maintenant, donc le passage à l'action. En fait, j'ai toujours rêvé d'être chirurgien. Voilà, moi, ma passion, c'est la médecine, en fait, à la base. Ça reste toujours, d'ailleurs, ma grande passion. Et puis, in fine, après mon bac, hein, donc si je parle par rapport, en tout cas, au système français, euh, je ne savais pas quoi. Est-ce que j'allais rentrer en médecine, pas en médecine? En même temps, j'avais envie de faire la diplomatie. Donc, d'abord, j'ai fait une année de droit, en fait, parce qu'il y avait toute une série de choses que je voulais faire, puis je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas.
ben voilà, il paraissait que j'étais doué au piano. Et donc, finalement, je me suis dit, ouais, déjà vraiment bien, m'encourager dans la piste. Et puis, ben oui, j'ai fait les plus hautes études qu'on puisse faire ici, en fait, en études pianistiques, je veux dire, en Belgique. J'ai obtenu une bourse, 2 bourses. Et puis, finalement, ben, ça a dessiné un petit peu mon chemin. Mais en ayant toujours derrière le fonctionnement du cerveau humain, comment est-ce que les gens fonctionnent. Et je voulais reprendre la médecine, puis finalement 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans, c'est très lourd en fait en tant que tel les études musicales parce que sans jamais avoir raté d'études, vais-je dire, j'ai terminé à 28 ans en ayant commencé à 19 ans au niveau supérieur. Donc, ce sont des études, c'est un très, très long parcours, une expérience de vie exceptionnelle, un apprentissage sur soi-même qui est absolument exceptionnel. Après, je n'ai pas eu le courage de reprendre la médecine. Donc, je suis entré dans l'enseignement. Mais par contre, moi, en tant qu'étudiant, j'ai souffert de l'enseignement toujours. J'ai chaque fois été à l'école, déjà en primaire, puis en secondaire, puis au niveau universitaire, avec la boule au ventre, à l'estomac. Je ne supportais pas de me faire engueuler. Je ne supportais pas toute une série de choses. Je me suis dit, je ne veux pas reproduire ça avec mes élèves. Je ne veux pas qu'ils vivent ce que moi j'ai vécu. Donc, j'ai très rapidement développé toute une série de pratiques pédagogiques, en fait, qui étaient d'abord dans le respect de la personne que j'avais en face de moi, comprendre comment elle fonctionnait. Et à ce moment-là, j'y connaissais rien, honnêtement, aux intelligences multiples, etc. Et donc, j'ai adapté ma pédagogie. J'ai mis en place des systèmes pédagogiques assez innovants, notamment par rapport à l'apprentissage du piano, qui étaient basés en fait sur la collectivité, et pouvoir se dire que oui, pourquoi en fait faire cet apprentissage de manière unique avec une personne à la fois, alors que oui, on peut très bien faire ça en fait avec un groupe d'élèves. Donc, j'ai développé des pratiques pédagogiques tout à fait innovantes par rapport à ça, qui à un moment donné, voilà, j'ai passé ce qu'on appelle ici mes brevets de directeur d'enseignement, mes brevets d'inspecteur d'enseignement, etc., me disant, on peut peut-être changer ce pratique pédagogique-là en montant chaque fois en fait au niveau système hiérarchique, je veux dire institutionnel, et je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Donc, j'ai continué mes pratiques individuelles avec des classes qui fonctionnaient super bien, basées principalement sur la créativité et l'intelligence collective. Donc, autrement dit, on apprenait à jouer à 2 mains, 3 mains, 4 mains, 5 mains, 6 mains, 8 mains, avec des cintres, avec toute une série de choses, de choses externes qui permettaient en fait à la personne de pouvoir s'exprimer et de pouvoir se dire, l'apprentissage d'un instrument, c'est pas uniquement suivre une partition, c'est d'abord se développer soi-même. Et donc, c'est quelque chose qui a été extrêmement puissant là derrière. Puis, me rendant compte que c'était lourd au niveau institutionnel, je me suis dit, il n'y a pas le choix, il va falloir que moi-même, je puisse développer mes propres manières de faire et m'exprimer par rapport à ça aussi pleinement comme je le fais avec mes étudiants. Et donc, j'ai entrepris toute une série de formations en coaching de vie, en coaching scolaire, en tutorat à distance, certification de tutorat à distance, donc universitaire, ça en plus, en psychologie positive, en psychologie pratique. J'ai fait l'hypnose, j'ai fait la PNL, j'ai fait toute une série de choses qui permettaient à un moment donné de modéliser et en tout cas d'avoir des outils d'accompagnement en me disant, puisque le système, lui, ne le fait pas, moi, à ma manière, peut-être je peux le faire et donc donner de l'espoir à des gens qui, à un moment donné, peut-être n'en ont plus dans leurs études parce qu'on a voulu plutôt les mettre dans un format. Et donc, c'est ce qui m'a amené réellement à entrer dans le domaine du coaching. Puis après, je vous ai rencontré, tu vois, Nicolas, passion d'apprendre, ce qui est congrès de la mémoire, etc. Et puis voilà, on a la chance en plus de collaborer là maintenant sur des projets absolument merveilleux. Et donc, in fine, ça m'a amené aussi à me rendre compte, tiens, quand j'ai découvert cette intelligence multiple, inconsciemment, c'est ce que je pratiquais déjà moi-même depuis des années. Et donc, j'ai voulu aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin au niveau des intelligences multiples. Donc, je crois que j'ai épuisé vraiment tout ce qui était disponible sur le marché par rapport à ça, en tant que test, questionnaire, etc. Et donc, on a mis ensemble un process qui permet actuellement, donc là, forcément, d'avoir développé non seulement une formation certifiante, et en plus des accompagnements en ligne qui sont basés sur les intelligences multiples, et faire en sorte que chaque personne, dans ses apprentissages, dans son métier, dans son travail, en famille, etc., puisse comprendre comment elle fonctionne, comment les autres fonctionnent, s'adapter aux autres, s'adapter à la société, et donc grandir ensemble, et faire en sorte qu'on non seulement soit meilleur, mais en plus qu'on puisse grandir en compétences, et donc se développer personnellement. Et donc là, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu es parti sur une expérience personnelle que tu as pu partager à d'autres personnes et à travers une passion qui est la musique. Donc, c'est quelque chose de peu commun. Et tu as commencé donc, en tant que pianiste avec le rêve de devenir chirurgien. Et aujourd'hui, tu es business coach. Oui. Et justement, la question que je me pose, c'est comment tu as fait ce pivot de j'accompagne Switch. les jeunes à mieux apprendre, à développer leur capacité intellectuelle à travers les intelligences multiples, à j'accompagne des dirigeants à mieux gérer l'entreprise et à mieux se gérer eux-mêmes.
En fait, c'est un cheminement tout à fait naturel. Puisque d'une part, si je repositionne juste mes activités là maintenant, je reste quand même dans l'encadrement en fait, d'étudiants qui, à un moment donné, sont dans une dynamique de stratégie d'apprentissage. Je suis dans une dynamique de repositionnement professionnel ou de réorientation en fait, pour des jeunes. Et effectivement, cette dynamique d'accompagnement de chefs d'entreprise, mais très spécifique, puisque ce sont des chefs d'entreprise, comme on dit, donc haut potentiel, voire très haut potentiel, ou TDAH, donc avec en fait tout simplement donc des troubles de l'attention, troubles déficitaires de l'attention, comme on dit, avec hyperactivité cérébrale ou non. C'est pour ça qu'on dit H ou pas H, parce que ce n'est pas obligatoirement hyperactivité cérébrale. Et ça, c'est devenu de manière tout à fait naturelle. Donc, autrement dit, des personnes qui au départ faisaient appel à mes services de manière individuelle, il se faisait que elles-mêmes, à un moment donné, étaient aussi chefs d'entreprise. Et que ça posait toute une série à la fois de difficultés en termes entrepreneuriale, dans la gestion relationnelle, dans la gestion réellement des tâches, la gestion organisationnelle, la gestion personnelle, qui fait que il y a 2 ans, de par toutes ces personnes-là, m'ont dit mais pourquoi tu ne nous accompagnerais pas aussi dans notre dynamique d'entreprise? Et donc, c'est ce que j'ai fait. Parce que, en étant partie d'un individu et moi-même référent, en fait, pour 2 neuropsychiatres ici qui sont tout à fait spécialisés justement dans le domaine des hauts potentiels, en fait, les clients que je recevais de leur part étaient des clients qui étaient chefs d'entreprise. Donc, de manière tout à fait naturelle, il s'est avéré que, oui, en fait, à partir du moment où c'est chef d'entreprise ou chef 1, homme ou femme, on ne fait pas de distinction parce qu'il y a les deux, sont malheureux à un moment donné parce qu'ils manquent de temps, ils manquent de liberté, ils n'arrivent plus à trouver l'harmonie en fait dans leur vie professionnelle, leur vie personnelle, leurs loisirs. En fait, on va d'abord aller travailler sur eux-mêmes en tant qu'individualité, mais après, et c'est ce que j'ai vraiment développé, ce que j'ai appelé un concept éco-agile, on en parlera probablement après, on va développer en fait l'intelligence collective à l'intérieur de leur entreprise avec les employés qui la composent. Et alors une question, pourquoi cette spécificité des dirigeants au potentiel? Qu'est-ce qui t'a amené à te dire, voilà, je veux réellement réussir à accompagner ces dirigeants qui sont au potentiel? En fait, ce n'est pas un choix à la base. Je ne me suis pas dit je vais accompagner les hauts potentiels. C'est la réalité des clients qui sont arrivés chez moi, qui en fait étaient tous. Et donc, ça, je m'en rendais rapidement compte de par mon expérience. Forcément, avec tout ce qu'on a développé au niveau de l'intelligence multiple, encore beaucoup plus. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que même de manière externe, les personnes qu'on m'envoyait étaient toujours ce qu'on appelait, entre guillemets, des cas difficiles. Des cas difficiles, on les envoie chez François Chevigné. Et donc, il s'avérait que ces cas difficiles, oui, c'était des potentiels, haut potentiel, très haut potentiel, même borderline génie. Pourquoi? Je pense que ça, c'est toute ma pratique aussi, en fait, réellement, et là, je vais faire le lien, en fait, même pianistique, de tout ce qui a pu se dégager là-dedans, de la souffrance psychologique, être musicien comme un haut sportif, etc., c'est quelque chose, c'est un travail de malade. On ne s'en rend pas compte obligatoirement au quotidien, mais c'est de l'entraînement, c'est des sacrifices, c'est de l'énergie, c'est de l'autodiscipline, c'est toute une série de choses qui fait qu'à un moment donné, on développe aussi une sensibilité. Et donc, il s'est avéré que moi-même aussi, probablement, voilà, je suis haut potentiel, mais ça, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Mais ce qui a été remarqué, c'est que apparemment, naturellement, je me suis géré. Je me suis autogéré. Ça, c'est une réalité de tous les spécialistes là-dedans. C'est que j'ai probablement eu cette capacité, moi, à pouvoir surmonter toute une série de choses liées, en fait, à du haut potentiel que j'ai pu prendre en charge moi-même de par mes apprentissages. Et donc, où j'ai pas eu besoin d'aide extérieure puisque je le vis parfaitement bien. Et donc, naturellement, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que ça se transmet là aussi. Les personnes que je recevais sont des personnes qui sont effectivement dans cette dynamique. Et donc, à un moment donné, par rapport à la clientèle, vais-je dire, que moi je pouvais développer, il était tout à fait naturel de pouvoir m'adresser à eux parce que probablement, et j'aime pas dire ça, mais je vais quand même le dire en fait, c'est que souvent, quand je rencontre un client pour la première fois, il me dit après 15 minutes, 30 minutes maximum, il dit « Waouh, j'ai vu XXX personnes et je ne citerai pas quelle catégorie de métier. C'est la première fois où on me comprend si vite. J'ai l'impression que tu as totalement lu en moi. » Ça, c'est la plus belle des récompenses. C'est la plus belle des récompenses, ça veut dire qu'à un moment donné, ça a fait écho. Donc, à ce moment-là, on peut passer à l'action. Et donc, effectivement, on peut entreprendre une démarche qui va leur permettre de pouvoir avancer de manière extrêmement efficace par rapport à leurs problématiques. Et quelque chose que tu n'as pas dit également, c'est que, parce que quand on parle de HP,
c'est quelque chose d'assez spécifique, hein, et tu travailles notamment avec des médecins spécialisés dans le domaine qui, du coup, quelque part, recommandent tes services ou t'emmènent, du coup, des personnes à accompagner. Donc, il y a aussi cette dimension-là aussi, je crois, hein, dans tes accompagnements. Tout à fait, parce qu'il faut quand même savoir que des personnes qui sont, bon, HP est un terme, c'est difficile maintenant parce que c'est devenu très à la mode. Il y a beaucoup de gens qui s'en servent pour une série de choses, à la fois ou pour se mettre en avant ou pour excuser. Et donc, il y a plein de dérives qui existent actuellement. Or, je vous dirais que, entre guillemets, être reconnu réellement à un moment donné, HP, très grand HP, ce qu'on veut, on appellera la multipotentielle, les zèbres. Il y a tellement de terminologie là-dedans que c'est même pas la problématique. C'est pas si amusant que ça parce qu'il y a beaucoup de choses en fait aussi qui sont des souffrances, qui sont des blessures et qui doivent être soignées, qui doivent être réellement traitées pour permettre à la personne de vivre bien au quotidien. Et c'est ça le plus important. Et donc là-dedans, ce qui se passe, c'est que in fine, quand on envoie parfois aussi de services médicaux, ce sont des personnes qui, de par ça, à un moment donné, elles sont toutes sujettes au burn-out. Il faut quand même le savoir. Au burn-out, il y a d'autres formes de out, là pour l'instant, quand on parle de burn-out, hein, et on ne va pas non plus encore parler maintenant, ou qui éventuellement ont fait des crises d'alcoolémie, des crises de drogue, les deux cumulés, mais en tout cas qui à un moment donné sont amenés aussi probablement à passer une vingtaine de jours dans un service psychiatrique pour arriver simplement à les calmer parce qu'elles sont allées trop loin. Donc elles n'ont pas écouté leur corps, elles n'ont pas écouté leurs sensations, elles n'ont pas été en congruence en fait des 3C, cœur, corps, cerveau, et à un moment donné elles sont allées trop loin et donc en fait elles pètent un câble. Alors péter son câble, ça peut se faire de diverses manières, mais à tout le moins c'est l'expression à un moment donné de quelque chose qui n'a pas pu être exprimé et qui fait que elles n'arrivent plus à reprendre leur vie en main. Et donc, dans ce cas-là, on fait effectivement une sorte de ce qu'on appelle rephasage du cerveau, en fait. Un rephasage cérébral, c'est réapprendre à s'organiser, pouvoir mettre vraiment les grands jalons de sa vie en place, pouvoir en faire en sorte d'organiser son temps tout en gagnant du temps par jour, en préservant sa propre santé, la santé de ceux que l'on aime et pouvoir continuer à avoir ses loisirs. Ça passe par l'utilisation d'outils, et là on fera le lien, notamment avec les concours que tu as gagnés, d'utilisation en fait d'efficacité opérationnelle telles que le mind mapping, les flashcards, etc. Comment, grâce à la lecture rapide aussi, traiter beaucoup plus rapidement en fait les informations, apprendre à déléguer, apprendre à mieux retenir, et donc faire en sorte de mettre en place toute une série d'outils. Je me respecte d'abord moi-même, je me comprends moi-même, je prends soin de moi. Si je suis capable de prendre soin de moi, je suis capable de prendre soin de mon entreprise et de mes équipes, et pas l'inverse. Puisque la spécificité de ces chefs d'entreprise-là, c'est qu'en fait, ils donnent quasiment tout à leur équipe. Ils font tout eux-mêmes. Donc, quand on dit tout à leur équipe, c'est-à-dire qu'ils font en sorte que eux ont la main mise quasiment sur tout. Donc, à un moment donné, ils sont totalement essoufflés. Donc, aussi apprendre à déléguer parce que je me rends compte que je ne peux pas tout faire. Mais je vais d'abord faire tout ce que je peux faire moi-même, au mieux. Après, je vais aller chercher les compétences qui me permettent effectivement, moi, d'être libéré et de savoir que mon entreprise fonctionne, même si moi, je ne suis pas là. Et ça, c'est le concept éco-agile, justement. C'est l'agilité entrepreneuriale et éco dans le sens de écologique. Si je prends soin de moi, je prends soin des autres, mais éco aussi parce que ça passe par toute l'utilisation en fait, des outils pratiques, pragmatiques qui permettent de gagner du temps. Et voilà quoi. Et justement, est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus d'informations sur ton concept, ton approche qui est du coup adaptée à ce type de profil? Oui, écoute, la première chose en fait, quand je fais, dès que je rencontre un ou une chef d'entreprise, forcément remis les questions habituelles et voilà, rencontre, mise en confiance, etc. C'est d'abord faire passer un message. C'est que votre entreprise fonctionne à l'image de ce que vous êtes, de ce que vous représentez et de ce que vous lui insufflez. Ça, c'est des prises de conscience. Ça fait mal. Je le dis franchement, ça fait mal. Parce que ces prises de conscience font que, généralement, il faut séparer deux choses. C'est pour ça que les cartes mentales sont exceptionnelles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur une carte, on va pouvoir mettre, voilà, moi, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'homme ou que femme, qui suis-je? Tu as posé la question, François, tout à l'heure, qui es-tu? Je t'avais posé la question aussi. Qui suis-je? Mais en tant qu'homme, donc en tant qu'être humain. Et de l'autre côté, qui suis-je? En tant que chef d'entreprise. Aïe, ça commence déjà à poser problème. Parce qu'on remarque qu'il y a collusion et confusion totale, en fait, entre l'individu et la relation au travail que cet individu a. D'accord? Ça, c'est une première chose, prise de conscience. Deuxième chose, c'est l'intelligence multiple. Je ne commence absolument aucune démarche sans avoir fait passer le questionnaire d'intelligence multiple aux chefs d'entreprise et en tout cas à tous les proches qui composent réellement la structure de l'entreprise.
Ça ne veut pas dire obligatoirement tous les employés, mais en tout cas tous les proches. Pour qu'en fait, ils arrivent à comprendre que quoi? Ah ben zut alors. Celle-là, cette personne-là, je l'attaquais pour toute une série de choses, mais en fait, je ne m'étais jamais rendu compte qu'on ne fonctionnait pas du tout de la même manière. Cette personne-là, elle a besoin de faire les choses de manière graphique, elle a besoin de mettre des couleurs, moi, j'ai besoin de lumière. J'ai besoin d'écrire toutes les choses, les points. Et bien, effectivement, ça a toujours posé point de discordance, on se met en dispute. Ben, en fait, c'est parce que je n'avais pas compris qu'on ne fonctionnait pas de la même manière. Ça, c'est les premières choses que je vais mettre en évidence. C'est-à-dire, c'est comment fonctionnez-vous? Prise de conscience, encore une fois, interne, et prise de conscience par rapport au groupe, donc des personnes les plus proches. Et donc, alors, à ce moment-là, moi, ça me permet après d'avoir une grosse réunion avec eux. Vraiment un gros coaching, en fait, qui veut permettre à tout le monde de pouvoir se dire, oui, en fait, j'ai rien fait de mal, j'ai ma place là dans ce que je fais là, mais par contre, on n'utilisait pas les mêmes outils, et donc forcément, il y a des points de divergence. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir créer des nouveaux points de convergence? Donc, on part des divergences pour créer des points de divergence. De convergence, pardon. Et donc, c'est hyper important parce que ça va lancer la dynamique de travail. Et surtout, c'est rassurant parce qu'au départ, ils vont se dire, ben, en fait, j'ai rien fait de mal. On le transforme sur le fait, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Ta manière de faire n'est pas meilleure que la mienne ou moins bonne que la mienne. C'est juste une manière de faire. Par contre, quels sont les résultats que je n'ai pas là maintenant que je voudrais atteindre? Donc, alors à ce moment-là, on va pouvoir commencer à se fixer des objectifs. Et en fonction de ces objectifs-là, et c'est ça qui est hyper important, en tout cas dans ma démarche éco-agile, c'est que souvent, dans une entreprise, les personnes ont été choisies par rapport à un profil de fonction. En fait, moi, je hack complètement le profil de fonction. Profil de fonction, c'est du bullshit. Profil de fonction, c'est du bullshit. Une personne qui a obtenu à un moment donné… Par profil de fonction. Profil de fonction, c'est-à-dire qu'on va te dire qu'à un moment donné, quand tu postules, on te donne un cadre et on te dit oui, il faut avoir fait des études, avoir une expérience de 5 ans dans tel domaine, pouvoir ceci, pouvoir cela. Mais en fait, ce n'est pas le vrai problème. Ça, c'est uniquement des études qui ont été faites éventuellement qui permettront d'accéder à une fonction institutionnelle, souvent. Dans le cadre d'une entreprise, ce n'est pas ça dont on a besoin. Ce dont on a besoin, ce sont des compétences exceptionnelles qu'une personne va pouvoir développer, que le chef d'entreprise n'a pas elle-même. Donc, autrement dit, pour un chef d'entreprise, comme ça, je donne une petite astuce, exercez-vous d'abord tous à pouvoir passer par tous les rôles, toutes les missions de chacun de vos employés, travailler réellement comme eux, quel est réellement leur métier, qu'est-ce qu'ils font au quotidien, pour vous dire vous-même, OK, ça je peux faire, je maîtrise, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Ça, je ne sais pas faire, mais je peux l'apprendre et j'ai du temps pour le faire et j'ai envie de le faire. Ça, par contre, je ne sais pas le faire, donc j'ai besoin de déléguer. Ça va complètement changer parce qu'à ce moment-là, notamment dans le cadre du recrutement des engagements, on va aller chercher des compétences particulières et non pas des profils de fonction dépendant éventuellement d'un diplôme. Donc, autrement dit, on va aller chercher ce que la personne fait de mieux dans ses compétences et dans ses forces. Ça change diamétralement tout. De même, ça fait partie du principe éco-agile que j'ai développé. J'ai appelé ça le licenciement positif. Le licenciement positif, c'est d'arriver à se rendre compte qu'à un moment donné, si on a tout épuisé et qu'on se rend compte quand même à l'intérieur qu'il y a des personnes avec lesquelles ça ne fonctionne pas ou les résultats qu'on en laisse compte ne sont peut-être pas présents, est-ce que ça veut dire que pour autant la personne n'est pas bien? Mais non, jugement de valeur, jugement de personne, on n'a pas le droit. Peut-être par contre que les compétences qu'elle apporte ne correspondent pas à ce qu'on attend, puisqu'on aura justement mis en évidence les compétences dont on a besoin. Et donc, le licenciement positif, c'est de faire en sorte que la personne se rende compte qu'elle-même, que si on la licencie, c'est vraiment la meilleure solution pour elle et elle va en arriver à remercier qu'on la licencie parce que ça va lui ouvrir des autres portes vers un avenir qui sera meilleur pour elle. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe aussi? C'est que le chef d'entreprise, en fait, si réellement on en arrive à cette solution-là, va aussi permettre à cette personne-là d'avoir 3 séances de coaching avec moi qui va lui permettre de recadrer réellement ses activités, de faire en sorte d'être dans sa réorientation professionnelle et de lui donner toutes les chances de pouvoir se développer dans un nouveau métier qui va correspondre réellement aux compétences qu'elle peut développer. Donc, on fait tout un switch en fait à l'intérieur de l'entreprise où, indépendamment des barèmes, de tout ce qu'on peut avoir, les personnes, on va réellement utiliser leurs compétences plutôt que soi-disant leur profil de fonction. Et donc, on en arrive en fait à avoir des personnes qui changent quasiment d'emploi à l'intérieur de l'entreprise. Et comme par hasard, elles deviennent super heureuses. Pourquoi? Parce que, et notamment grâce aux intelligences multiples, ça correspond à ce dont elles avaient besoin. Ce qui est super intéressant dans tout ce que tu dis, donc il y a plusieurs choses moi, que j'entends. Donc, il y a déjà commencé sur une introspection pour mieux se connaître en tant que personne, en tant que dirigeant, et peut-être comprendre s'il y a une aliénation entre qui moi je suis et quelle est la personne que je deviens
par rapport à l'entreprise que j'ai créée et que du coup, bah, forcément, s'il y a alignation, il y a mal-être. Ensuite, ce que j'ai compris également, c'est l'importance également de bien comprendre les personnes qui nous entourent, mais peut-être pas que ses employés, mais aussi peut-être son cercle de proches, parce que ça peut être également bah, source d'incompréhension, de frustration et donc de mal-être également. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une approche globale et de ne pas juste travailler sur la personne, mais également avec son entourage et son cercle proche pour aussi peut-être, de ce que je comprends, enlever une certaine culpabilité parce que du coup, si je mets à la place de ces dirigeants, il peut avoir aussi cette culpabilité, ben non, je ne peux pas licencier cette personne parce que du coup, je vais être Exactement. méchant, juger, etc. Et du coup, d'enlever cette culpabilité, donc petit à petit, enlever du mal-être, enlever de la frustration, enlever de la culpabilité pour alléger la personne pour qu'elle puisse se déployer son plein potentiel. Est-ce que j'ai bien compris cette dimension-là également? Oui, totalement, totalement. C'est un très bon point que tu as soulevé là maintenant. C'est très difficile dans les douleurs en fait des chefs d'entreprise de se dire je dois licencier quelqu'un. C'est une véritable violence en fait interne psychologique. Donc souvent ils hésitent à le faire parce que c'est très difficile en fait de le faire. C'est pour ça que j'ai mis en place ce système de licenciement positif. Autrement dit, en fait, pour lui, pour elle, cette chef d'entreprise, ça va lui permettre d'être libre au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, mais la personne en plus qui va être licenciée va se rendre compte derrière que ça n'a rien à voir avec elle. Et en plus, on lui donne les outils qui lui permettront de pouvoir se repositionner. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est très efficace, qui est très important, sachant que le nœud central reste quand même d'abord la personne principale, c'est le ou la chef d'entreprise. Donc, le travail s'axe d'abord vraiment sur cette personne-là, mais de manière holistique. Alors, à ce moment-là, on peut travailler les branches et faire en sorte de réorganiser le tout, et notamment par rapport, après, quand on a fait la clarification, c'est la création d'outils communs, en fait, qui fassent que tout le monde parle le même langage. Ça, de nouveau, la force des intelligences multiples et la force des flashcards. C'est exceptionnel en entreprise, les flashcards, parce que ce sont des outils de création qui font qu'à un moment donné, tout le monde a la même manière de s'adresser, de comprendre l'information parce que ça a été codifié, donc logico-mathématique si on fait après ça. C'est visuel parce qu'à un moment donné, c'est mis en forme avec des couleurs, c'est structuré, c'est quelque chose qui est palpable, donc il fera aussi appel à ce qu'on appelle l'intelligence kinesthésique, etc. Et on met ça dans des boîtes, en fait, qui permettent de faire en sorte que, et ça c'est assez exceptionnel, vous avez un employé qui est malade demain et vous devez absolument faire appel à quelqu'un d'autre. Mais la personne qui vient, elle ne vient pas en se disant « Oh là là, comment est-ce que je vais faire ?» Et puis j'ai encore d'autres pratiques que la personne qui me précédait. Non, vous ne tracassez pas. On a créé les fiches qui sont les mêmes pour tout le monde, mais qui font appel aussi à votre forme d'intelligence privilégiée. Et donc, en fait, on a un gain de temps énorme et tout le monde s'y retrouve. Et donc là, bah, clairement, moi je trouve que c'est hyper cohérent et qu'on est à la fois sur la dimension intellectuelle, parce que bah, c'est vrai que il y a toute cette dimension intellectuelle, mentale qui est forte, mais énormément de dimensions, la dimension émotionnelle aussi, qui fait que c'est une approche hyper complète. Et du coup, là, tu as commencé à partager aussi quelques astuces justement pour ces dirigeants. Est-ce que tu aurais d'autres astuces là, qui te viennent à l'esprit pour les dirigeants HP qui nous regardent et qui bah, justement se retrouvent dans les situations que tu as pu nommer? Oui, par exemple, petite astuce, c'est que le cerveau des personnes HP est un cerveau qui travaille en permanence, 24 heures sur 24, donc généralement avec un sommeil qui est assez léger, voire très court, donc qui engendre une fatigue assez intense. Et donc, en fait, il y a foisonnement d'idées, foisonnement d'idées. Et là aussi, c'est une des armes, en fait, grâce aux cartes mentales, j'en reparle juste après, mais aussi autre chose, c'est que lorsque vous allez dormir, ben, il ne faut pas avoir peur de prendre un carnet à côté de soi avec un bic. Quand on se réveille pendant la nuit, il faut absolument noter l'idée. Le fait de déposer l'idée à côté de soi fait en sorte que la pression mentale, en fait, la charge mentale continue à diminuer et vous permet de vous rendormir. Alors que si vous ne le notez pas, de toute façon, vous êtes quand même réveillé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous continuez à gamberger, comme on dit, ça t'use, comme on dit chez nous. Donc, ça continue à tourner, tourner, tourner. Et donc, finalement, vous n'arrivez pas à vous rendormir. Et donc, comme il y a foisonnement d'idées, l'idéal, grâce aux cartes mentales, justement, c'est que si vous mettez toutes les idées que vous avez, à un moment donné, vous créez chaque fois une branche parité,
c'est d'accepter en tant que haut potentiel de vous dire je traite une idée à la fois. Et je vais raconter réellement aux autres et vous ne tracassez pas, hein, les gars, je vais m'occuper de vous. Mais là maintenant, je vais d'abord faire en sorte que la première idée que j'ai, je la traite jusqu'au bout. Que je lui donne une action, que je lui donne un délai. Et dès que je l'aurai fait, je viendrai m'occuper d'une idée suivante. Alors peu importe, il ne doit pas y avoir d'ordre, mais c'est de se dire, je rassure d'abord mon cerveau parce que j'ai tout noté et qu'au fur et à mesure où j'ai des idées qui viennent, je peux continuer à les noter. Mais j'accepte de me dire aussi, pour structurer mon mental, pour arriver à entrer dans l'autodiscipline, pour calmer ma pression mentale, je traite une idée à la fois. Mais comme j'ai écrit les autres, c'est rassurant, c'est visuel, je peux le faire, mais je prends la première, je fais en sorte qu'elle soit menée à bout. Et si elle est menée à bout, qu'après j'ai besoin de la déléguer, OK, à qui je la délègue, et je peux commencer à passer au reste. C'est quelque chose qui est extrêmement efficace en termes de rephasage mental, qui respecte à la fois le foisonnement d'idées et en même temps la structuration nécessaire en fait à un moment donné pour retrouver une hygiène de vie qui fasse du bien, hein, quand je veux dire, et qui a des répercussions quand même extrêmement énormes sur la vie de famille, hein, parce qu'il n'y a pas que la vie personnelle et professionnelle, il y a la vie de famille quand même derrière. Super. Du coup, merci beaucoup. Moi, ce que je retiens pas mal de choses en fait de cette interview, c'est déjà quand on est dirigeant et qu'on fait partie on va dire, de cette tribu des hauts potentiels, on a un fonctionnement qui est différent de celui des autres. Donc, c'est déjà important de le conscientiser, de mieux se connaître, notamment à travers les intelligences multiples, mais également d'autres outils pour cela. De aussi comprendre que chaque personne est différente et unique et qu'on on peut, je trouvais, trouver des points de convergence pour éviter les frustrations, la culpabilité, les tensions. Et ensuite, qu'il y a des outils, des stratégies, des tactiques qui vont faciliter en fait, le travail au quotidien, qui vont faciliter les relations. Donc, tu as cité plusieurs outils comme les cartes mentales ou le mind mapping. D'ailleurs, j'ai un exemple là de mind map. Hein, voilà, ça ressemble à ça. C'est une prise de notes visuelle qui part du centre et avec un système de branches eh bien, en ramification permet de noter ses idées de manière en arborescence. Mm-hmm. Tu as parlé des flashcards, pardon, qui sont donc des outils de mémorisation, un peu comme le jeu mémo, qui permet voilà, donc, d'avoir des informations très visuelles et en un coup d'œil de se rappeler de quelle est l'idée principale de la carte et que c'est des outils qui fonctionnent pour soi, mais aussi Voilà. en équipe. Et voilà un exemple. Merci. Donc avec des codes Un exemple de couleurs, flashcard, donc codifié avec des codes couleurs, avec un numéro, etc., avec toute une série de choses qui permettent effectivement de s'y retrouver et donc de parler le même langage puisque c'est codifié. Donc chaque codification, forcément, une signification. Et dernière astuce que tu as partagée, j'en suis sûr qu'il y a plein d'autres, mais du coup, pour cette interview, on va rester là. La dernière astuce, c'est d'avoir de quoi noter à côté de son lit pour qu'on puisse décharger ses idées de la tête sur le papier pour se libérer de la charge mentale et pouvoir avoir un sommeil de bonne qualité pour soi et pour les autres à côté. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Merci beaucoup François pour ton temps, pour Merci Jérôme. avoir accepté cette interview, avoir pu partager ton parcours et ses astuces pour les dirigeants au potentiel. Comment on peut te retrouver? Voilà, si demain il y a des dirigeants au potentiel qui veulent te contacter, où est-ce qu'on te retrouve? Et donc on peut me retrouver d'abord sur mon site spécialement dédié, donc qui est www.françois-chevigné.be. Donc, ou aussi là, il y a un petit atelier en fait gratuit qui permet déjà de comprendre certains outils qui seront utilisés, et puis après qui permettent aussi d'avoir une séance que j'ai appelée action de clarification, qui est une séance d'une heure gratuite, totalement gratuite, durant laquelle on s'intéresse à vos problématiques et on voit s'il y a des solutions qui peuvent être mises en œuvre. Et puis après, évidemment, on voit si c'est l'opportunité ou non de travailler ensemble. Et puis, bien entendu, la présence sur les réseaux sociaux, hein, je veux dire à la fois Facebook, LinkedIn principalement, comment je veux dire, Instagram, qui permettent aussi de retrouver les activités. Et via aussi, malgré tout, toutes nos activités communes. Hein, donc, Jérôme, notamment sur 3fois.neuroformateur.com. Hein, je pense qu'on mettra tout ça dans le lien de toute façon, qui permet de voir aussi tout ce qu'on a développé au niveau des intelligences multiples et les formations qui y sont liées. Voilà. Exactement. Et de toute façon, voilà, vous pouvez aussi laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Exactement. Et on vous recontactera si besoin.
Merci beaucoup, François. Merci, Jérôme. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Oui, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Salut, salut, salut.